pour adoption et pour examen. Alors, autrement, ce sont les conséquences de l'acte. C'est ça qu'on ressent aujourd'hui dans certaines zones, comme Petersen. Comme si vous prenez Petersen, c'est quoi? C'est aujourd'hui des problèmes d'installation, de politique d'aménagement. Petersen, il faut le dire, c'est une gare routière, ce n'est pas un marché. Donc, que la commune du Plateau a hérité de la ville de Dakar et que le statut géré. Aujourd'hui, il y a eu défaillance par rapport à la gestion de la gare Petersen et les autorités centrales, autour du ministère des Infrastructures, ont accepté que le maire prenne un arrêté pour gérer provisoirement, en attendant, l'infrastructure co-gérée avec le statut et avec les acteurs, c'est-à-dire les transporteurs et les chauffeurs. Donc, et le maire, au mois d'avril, a reçu une lettre de l'autorité préfectorale lui demandant d'aller vers le désencombrement de l'infrastructure parce qu'il y a des dangers et il y a des problèmes et ça peut découler demain sur des catastrophes. Donc il y a la lettre qui est là, la correspondance, elle existe. Donc, et le maire a pris ses dispositions, a rencontré tous les acteurs, a convié tous les acteurs autour de réunions, autour de rencontres pendant plus d'1 mois. Et il a fallu l'arrivée du roi Mohamed VI pour que le maire puisse reporter l'intervention sur le site pour désencombrer. Donc, si nous était l'arrivée de Mohamed VI, ça se ferait depuis fin mai. Bien avant. Maintenant, voilà, bien avant. Maintenant, avec l'arrivée de Mohamed VI et le report, le maire a reprogrammé. Mais de la même manière aussi, par la même procédure, par le respect des procédures administratives, il a encore envoyé les mêmes correspondances aux différents acteurs concernés, c'est-à-dire les services décentralisés du ministère de l'Intérieur, préfet, sous-préfet, commissaire central. Ensuite, service d'hygiène, l'ONAS, les sapeurs-pompiers. Maintenant, tout a été calé jusqu'au jour J. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jour J, on a vu qu'il y a une défaillance des services de l'État qui ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, est-ce que vous soupçonnez qu'il y ait une guerre entre les maires, les mairies et l'État du Sénégal? Non, à Dakar, ce que nous constatons, nous, depuis le 29 juin, c'est que l'État nous parle donc difficilement. Qu'est-ce que vous appelez nous parle difficilement? C'est-à-dire qu'on ne traite pas comme on nous traitait avant le 29 juin. C'est que depuis le 29 juin... Quel type de traitement, monsieur le maire? C'est un traitement, pour nous, spécial. Il y a un traitement spécial de Dakar. Vous avez vu le ministre de la Ville, je l'appelle le ministre de la Ville, le ministre du Renouveau Urbain. C'est ça la dénomination de son ministère, de son département. Mais nous, on l'appelle le ministre de la Ville. Parce qu'en vérité, c'est ça qu'il essaie de faire. Parce qu'il veut se substituer au culte local. Il veut aujourd'hui prendre les compétences dévolues au culte local pour les mettre en œuvre. Il parle d'aménagement de jardins publics. Un ministre de la République n'a pas cette vocation. Aménager des jardins publics, des ronds-points, ce n'est pas la vocation d'un ministre du renouveau urbain et de l'urbanisme qui doit s'occuper et de l'habitat qui doit s'occuper. Autrement, ils sont rentrés dans vos plates-bandes, voilà. dans vos prérogatives, à vous, absolument, vos responsabilités. Absolument. Nous pensons que s'il s'était vraiment orienté vers la politique définie par le chef de l'État par rapport à ses compétences, par rapport à ses charges, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu le problème de ce qui s'est passé à l'aéroport avec la démolition de ces villas. Donc, il faut que l'État accepte de laisser au culte local leurs prérogatives. Justement, je vais rebondir sur ça parce que nous savons que le président de la République a réagi par rapport à Tobago, justement, ces destructions. Le préfet limogé, d'autres devraient suivre. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Bon, moi je dis, c'est trop tard. Parce qu'on a laissé les gens se construire. Et il y a eu des complicités. Aujourd'hui, peut-être on peut faire porter le préfet l'affaire, et peut-être d'autres personnes. Mais en vérité, il y a eu plusieurs défaillances. Il ne faut pas que certaines soient simplement des laissés-compte, qu'ils puissent endosser tout. Il faut aller jusqu'au bout. Dans cette affaire-là, il y a beaucoup de non-dits. Situer la chaîne de responsabilité. Absolument. En premier lieu, le directeur des ADS, des aéroports du Sénégal. C'est le premier responsable, parce qu'il ne peut pas être directeur de l'aéroport, qu'on puisse démolir un mur de l'aéroport avec toutes les conséquences et qu'il ne soit pas au courant. Ce n'est pas possible. Apparemment, vous suivez très bien ce dossier, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut avoir par anticipation les pôles de responsabilité? Vous avez parlé des ADS. Qu'est-ce qui devrait en suivre? Il y a les ADS, il y a l'urbanisme, il y a la DESCOS. Il y a plusieurs... la chaîne, elle est générale. Je pense que l'État est en train de... On nous a parlé de sanctions. Maintenant, attendons de voir la finalité. Je pense que ce ne sera pas simplement, comme je l'ai dit, les gens qu'on a déjà dit, qu'on a démis, dont le préfet de Dakar, dont on dit que c'est la raison.
jusqu'à preuve du contraire. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. S'il y a d'autres complices, d'autres personnes qui sont impliquées, l'État doit sévir, l'État doit respecter quand même l'équité. Mais nous pensons quand même, avant d'arriver à cela, l'État, quand même, c'est pas n'importe quel organe, c'est pas n'importe quelle institution. L'État, quand même, a des services de renseignement. L'État devait être informé depuis fort longtemps parce que quand même l'aéroport du Sénégal c'est quand même important. C'est important. Alors vous avez agité tout à l'heure une sorte d'ingérence de l'État dans vos prérogatives, mais antérieurement on vous a entendu parler d'insécurité et jusqu'à aller prôner même la prise en charge de cette problématique. Non, vous savez, alors, oui. Vous savez, ce qui est important pour nous en tant que maire aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est que l'État puisse accompagner les côtés locaux. C'est le devoir de l'État de nous accompagner. C'est pas le cas. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui à Dakar. On n'est pas accompagné. C'est ça la vérité. Si aujourd'hui le problème de Petersen s'est posé, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il y a eu des défaillances des services de l'État. Si les services de sécurité étaient là, à l'heure, il n'y aurait aucun problème. Parce que le maire n'est pas allé pour démolir des cantines. Le maire, il est allé désencombrer la voie publique. Et ça, le premier responsable de la voie publique, c'est l'État. C'est le service de l'État. C'est la police, c'est le sous-préfet, c'est le préfet qui ne doit pas accepter que n'importe qui vienne se mettre sur la voie publique. Vous pensez que le président allait accepter, ou bien le sous-préfet, ou bien le préfet de Dakar, allait accepter que quelqu'un aille vendre sur la voie, sur le boulevard de la République, à 50 mètres du palais de la République? Vous pensez que quelqu'un va l'accepter parmi ces responsables-là? Non. Et de la même manière, on pense qu'une infrastructure routière, la gare de Petersen, c'est une infrastructure qui reçoit des milliers de voyageurs, des milliers de personnes. Mais si vous allez là-bas, c'est l'insécurité totale avant l'intervention du maire Alioune Ndoye. Vous voyez des marchands ambulants, des vendeurs qui ont installé leurs marchandises sur des poteaux électriques, leurs bâches sur des poteaux électriques. Et pensez que c'est normal, c'est responsable pour un maire de laisser passer ces choses-là. Ce qui se passe au marché HLM. Vous pensez que c'est normal pour l'État? L'État devait même donner injection aux maires que nous sommes. Si l'État constate que nous sommes défaillants par rapport à la gestion de l'espace public, l'État doit même nous sanctionner. Mais si nous prenons les non-responsabilités et nos compétences et nos prérogatives pour les mettre en œuvre, au même moment, on a besoin de l'accompagnement de l'État. L'État fait défaut. Ça pose problème. C'est pour ça que nous disons que depuis le 29 juin, nous sentons que l'État nous traite d'une autre manière, différemment par rapport aux autres maires. Alors, je vais réactualiser un peu ce qui semble être un soupçon pour certains Sénégalais concernant le maire Khalifa Sall et le président de la République. On a vu également qu'il a réactivé l'histoire des emprunts obligataires. Est-ce que ce n'est pas lié un peu l'espace de Dakar? Non, on n'a rien réactivé. Non, pas plus. On n'a rien réactivé. Ce qu'il y a lieu pour l'empreinte, c'est la même chose. Donc l'État a accompagné le maire de Dakar depuis le président Abdoulaye Wade. Avec l'arrivée du président Macky Sall, ça a été salué. Plusieurs ministres, dont le ministre des Finances, ont signé, ont donné leur approbation. Tout a été fait avec les partenaires financiers, l'USAID, donc Bill Gates. Arrivé au lancement, à 48 heures, l'État se rétracte. L'État fait du wax-waxet, dire que non, la ville n'est plus solvable, la ville n'est plus viable, la ville a un déséquilibre, a des problèmes de déséquilibre financier, etc. etc. Ça fait partie des traitements dont vous avez énuméré un peu. Absolument. Jusqu'au moment où je vous parle, le ministre des Finances est incapable d'apporter les preuves de ces allégations par rapport à la non-viabilité aujourd'hui de la ville de Dakar. Il est incapable de le faire, jusqu'au moment où je vous parle. Donc, ça a été simplement une lettre, une manière de bloquer donc, ce grand projet du maire Khalifa Sall. Alors donc ce sont des préoccupations politiques qui... Absolument, le soubassement il est politique. Il est politique. Pour nous, le soubassement, tous les Sénégalais, pour l'opinion, il est purement politique. On voit Khalifa Sall un adversaire potentiel pour les futures élections. Alors il faut déjà donc l'étouffer. Alors vous avez abandonné les partis par la politique. Nous allons vous proposer une observation ou justement un constat sur l'Assemblée nationale. Vous savez que des réformes sont en perspective, notamment le mandat qui va revenir à 5 ans, la constitution des groupes parlementaires au sein de l'hémicycle. Alors, c'est quoi votre approche par rapport à ces perspectives? C'est le même constat. Je ne vais pas changer. Par rapport aux 5 ans, ça devait se faire depuis 2012. Dès l'avènement de la nouvelle législature, le président Macky Sall devait vraiment rétablir le mandat de 5 ans. Ça n'a pas été fait. On a géré jusqu'à la fin du mandat l'Assemblée nationale, les élections, c'est en juillet 2017. Donc, à combien de mois?
presque à 1 an et demi. Donc je pense que c'est fait trop tard. Alors politiquement, ça servirait à quoi pour le pouvoir, pour l'opposition? Non, je pense que pour moi, c'est des manœuvres politiquement. C'est des manœuvres purement politiciennes. Donc c'est pour aujourd'hui rassurer le président de l'Assemblée nationale par rapport à ce qu'il vit, par rapport à son parti. Hein? Donc c'est ça, mais je pense que ça devait se faire. C'est une consolation alors? Oui, absolument, absolument. Mais ça devait se faire depuis longtemps. Et c'est ça qui est regrettable. Pour un État de droit, qu'on puisse jouer avec les institutions. Les institutions. Voilà, parce que quand même le président a été victime d'une injustice. Donc par rapport à notre régime, il devait rétablir. Parce que c'est ça les ruptures. Hein? Les ruptures, c'est ça. Mais il ne faut pas attendre le contexte pour essayer de, par des manœuvres, essayer quand même de nous faire accepter certaines décisions, alors qu'il y a manqué de la volonté politique depuis 2012. Depuis 2012. Nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Une dernière... Et pour le groupe parlementaire aussi, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des acquis. Il ne faut pas remettre des acquis. Peut-être pour la prochaine législature 2017, on peut revenir en groupe parlementaire de 10 députés. Mais dans l'actuelle législature, qui va bientôt se terminer, dans 1 an et demi, on ne peut pas remettre en cause. Parce que là aussi, c'est des calculs politiques. Il y a des groupes en vue à la rentrée prochaine, au mois d'octobre. On veut annuler cela. On leur balise le terrain ou on leur empêche de... Non, on veut leur empêcher parce que déjà, je vous donne un exemple, le parti Rewmi a voulu mettre un groupe. Mais on a vu par la transhumance interne, au niveau de Benno Tass Yaakaar ou je ne sais pas, Benno Bokk Yaakaar, on est parvenu à lui ôter à deux reprises, 2 députés, ça ne lui a pas permis d'avoir un groupe parlementaire. Donc c'est les mêmes choses, c'est les mêmes manœuvres, c'est des manœuvres purement politiciennes. Voilà. La toute dernière question, même si vous n'êtes plus dans les partis, le PDS est en train de se reconstruire, vous êtes un produit du Parti démocratique sénégalais. Absolument. Alors, ça augure quoi finalement, cette restructuration? Ce sera une renaissance réelle pour le PDS? Mais ça s'est toujours passé comme ça depuis 1974. Je ne vois pas quelque chose de nouveau. J'ai bien lu le secrétariat national, la composition. Je connais en majorité les membres, mais je ne vois pas de changement majeur. C'est la même chose. Le président Wade a toujours procédé ainsi. Même aujourd'hui, ceux qui rouspètent, ceux qui tirent sur les brancards, ont toujours donc vécu cela. Je vois mal aujourd'hui qu'il veuille remettre en cause l'autorité de Maître Wade. Maître Wade a toujours procédé ainsi. Était le maître du jeu. C'est le maître du jeu. Le PDS, c'est lui le PDS. C'est ça la vérité. Il faut y rester avec ça ou bien partir. Partir. C'est un choix à faire. Absolument. Rester ou partir. Merci, monsieur le maire Moussa Sy, qui était notre invité dans ce rendez-vous du 20h sur Télé Futurs Médias. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur votre télévision.